Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez en replay tous les jours sur bismart.fr bien sûr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui résistent dans l'attente de la décision de Jérôme Powell et de la Réserve fédérale américaine. Ce soir, on est dans une séquence banque centrale intense avec une concentration de décisions de politique monétaire assez inédite au cours des prochaines heures et des prochains jours. La journée de demain sera une journée particulièrement importante de ce point de vue-là. Les investisseurs se sont réveillés ce matin avec le discours martial de Vladimir Poutine et finiront donc cette journée avec peut-être une hausse de taux historique de 100 points de base, pourquoi pas, du côté de la Réserve fédérale américaine, ce qui résume assez bien d'ailleurs l'ampleur des enjeux et des problèmes auxquels les investisseurs font face aujourd'hui. Du côté des entreprises, il y a un peu d'opportunisme, il ne faut pas le négliger, avec l'opération de Schneider pour prendre 100% du capital du spécialiste des logiciels industriels AVEVA. Schneider était déjà monté au capital très largement, à hauteur de 60% en 2017 et va débourser 4 milliards d'euros pour acquérir les 41% du capital d'AVEVA qu'il ne détient pas encore. Voilà donc une opération qui marque un petit peu les esprits aujourd'hui sur le marché parisien notamment. Nous parlerons de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous évoquerons les enjeux de la démocratie actionnariale avec des investisseurs professionnels qui s'impliquent de plus en plus dans les assemblées générales des entreprises à travers le dépôt de résolution et le vote également. Cette démocratie actionnariale prend donc un peu d'ampleur et on en parlera avec le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB, Yannick Waknin, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché en cette fin de journée en Europe avec vous, Alix Nguyen, et le CAC 40 termine finalement dans le vert ce soir. Oui, au sortir d'une séance oscillante et à l'approche de la décision de la Fed ce soir à 20h. On remarque aussi l'impact de l'annonce de la mobilisation partielle de 300 000 réservistes décrétée par Vladimir Poutine ce matin. Allocution dont on retient par ailleurs une menace nucléaire alors que des référendums d'annexion sont prévus dans 4 régions ukrainiennes dès vendredi. Conséquence directe, les investisseurs sont à la recherche aujourd'hui d'actifs refuges. Oui, le dollar se rapproche d'un nouveau pic de 20 ans. Face à lui, la livre sterling et l'euro reculent. À noter également que le rendement de l'emprunt allemand à 10 ans se détend après avoir atteint un pic de 8 ans hier. Celui de l'emprunt américain de même échéance diminue et revient sur un plus haut de 10 ans. Et puis on retient également que l'once d'or a progressé cet après-midi. Et puis sur les marchés actions, le contexte actuel, les déclarations de Vladimir Poutine ce matin favorisent certains secteurs plus que d'autres. On pense notamment au secteur pétrolier ou encore au secteur de la défense. Et en Europe, le stock 600 du pétrole-gaz connaît la meilleure performance sectorielle. Total Energy est en hausse. Du côté des valeurs de défense, Thales et Dassault Aviation bondissent. Et puis on remarque le décollage de Vallourec après l'annonce de la signature d'un accord d'une durée de 10 ans avec la compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco, portant sur la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services destinés à ses activités de forage. Et puis un mot du programme demain qui sera encore marqué par de nombreuses réunions de politique monétaire. Oui, demain, les marchés auront donc pris connaissance de la décision de politique monétaire de la Fed. Ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de donner sa décision. Il y aura également quelques statistiques aux États-Unis et des publications d'entreprises. Tendance mon ami, 2 fois par jour à 12h30 et 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Brault est avec nous ce soir, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Stéphane Déhaut de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management et Christophe Barrault avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste de Market Securities. Les investisseurs donc baignent dans un océan de pessimisme submergent, vous dites Nicolas aujourd'hui. On le constate tous. Effectivement, il faut peut-être quantifier un petit peu les choses à ce stade de l'affaire, Christophe. On a devant nous sans doute la récession la plus attendue de l'histoire. Comment est-ce qu'on imagine la séquence ? Est-ce qu'il faut d'ailleurs imaginer une séquence du point de vue global avec peut-être une succession d'épisodes récessifs, ou est-ce que la big picture est plutôt l'idée d'une récession assez globale et synchronisée ? À partir de quand ? Jusqu'à quand ? Et la question de l'ampleur également de ce phénomène récessif qui semble désormais inévitable. Comment est-ce qu'on répond à ces questions aujourd'hui, Christophe ? Déjà, il faut garder en mémoire que c'est extrêmement complexe de faire une prévision au-delà de 6 mois, particulièrement en ce moment, dans un contexte où on a des foyers d'incertitude sur tous les plans, que ce soit sur le plan géopolitique, sanitaire en Chine, économique via les banques centrales. Donc on est vraiment dans une phase d'incertitude maximale, et cette incertitude, on sait qu'elle va peser négativement sur les décisions d'entreprise et sur l'investissement de manière généralisée. L'idée aujourd'hui, nous on pense qu'on aura plutôt une contraction ou un ralentissement très synchronisé à partir du T4 sur la quasi-totalité des pays développés. Essentiellement pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a une inflation qui va peut-être ralentir dans certains pays, mais rester élevée et affecter les dépenses réelles des ménages, parce que les revenus réels ne suivront pas. On a aussi, et je pense que c'est un point qui va apparaître beaucoup plus clairement, la chute ou l'effondrement de certains marchés immobiliers. On voit que sur toutes les banques centrales qui sont un peu en amont dans le cycle, notamment le Canada ou l'Australie, on a un repli du prix des biens immobiliers qui s'inscrit dans, une succession de baisse des ventes de maisons existantes, baisse des ventes de maisons neuves, baisse des mises en chantier, etc. Ce phénomène-là, il commence à apparaître aux États-Unis. On a eu, notamment sur les premiers indices du mois d'août, la plus grosse baisse enregistrée depuis 2011. On pourrait potentiellement le voir dans d'autres pays européens un peu plus tard, puisqu'on est en retard dans le cycle. Mais globalement, voilà, secteur de la construction, dépenses réelles en termes de biens des ménages sous pression. Et maintenant, l'incertitude supplémentaire, elle sera sur la partie énergétique, et notamment en Europe, où il y a des craintes de rationnement d'une part, et il y a aussi cette incertitude géopolitique peut-être supplémentaire qui va peser sur l'investissement des entreprises. Donc ça fait un cocktail multiple. Si on essaye de se projeter, donner des chiffres en termes de croissance mondiale, donc là on est certain maintenant que la croissance mondiale cette année sera sous le seuil des 3%, comme on s'y attendait déjà en mars. Maintenant la question c'est est-ce qu'elle franchira le seuil des 2% pour l'année prochaine ? Parce qu'on sait, nous on anticipe que le chiffre sera négatif en Europe, proche de 0 aux États-Unis. Après, ça dépendra des effets de base, mais globalement, on a un peu de mal à envisager un rebond imminent, d'autant qu'il y a une autre problématique aux États-Unis qui sera celle de la potentielle dépense publique après les mid-terms. Le problème de la dépense publique, c'est que ça peut aussi contribuer à l'inflation. Donc on est dans une phase un petit peu transitoire, d'incertitude maximale. On voit un petit peu se dessiner la tendance. Moi, je continue de penser que les économistes, le consensus est plutôt optimiste. Maintenant, jauger l'ampleur de la baisse, ça veut aussi dire faire des hypothèses assez fortes sur la réaction des États. Ouais. Et notamment en Europe, moi, j'aurais tendance à dire que le carnet est assez ouvert et qu'ils ne vont pas hésiter à mettre beaucoup d'argent sur la table. Ah bah oui, la fonction de réaction des États en Europe, jusqu'à présent, elle est assez facile à lire, Christophe, non ? Oui, mais dans les prévisions de déficit, ça ne se reflète pas vraiment. Ah bah, oui. Alors que je pense que l'écart ne sera pas de quelques bips, mais plutôt de quelques points de PIB pour tenter de limiter la casse. Et là, ça peut aussi... c'est du 2, 3, 4%, 4 points de PIB, peut-être. C'est ça qu'il faut mettre pour accommoder la facture énergétique telle qu'on le comprend. Et on n'est qu'au début, parce que là, on a l'effet direct pour limiter la hausse des prix de l'énergie, donc ménages, entreprises.
Maintenant, ce sera le coût sur les entreprises qui peuvent aussi potentiellement faire défaut et les rachats forcés qu'il faudra faire, un petit peu à l'instar de ce qu'a fait l'Allemagne dernièrement. Stéphane, vos commentaires évidemment sur le scénario qui est proposé par Christophe. Et puis moi, le phénomène global m'intéresse beaucoup quand même. Enfin, j'ai jamais vécu moi dans ma vie un durcissement monétaire aussi généralisé, aussi synchronisé, avec une intensité aussi importante. Et cette semaine-là, on est l'exemple parfait. J'imagine que ça crée énormément d'effets de bord. Le fait qu'il y ait cette synchronisation dans l'agressivité monétaire, en l'occurrence, ça doit créer des effets de bord. Est-ce que ça veut dire qu'on risque de sous-estimer peut-être l'aspect récessif de cette synchronisation, que génère cette synchronisation par rapport aux projections qu'on peut faire si on prend chaque banque centrale prise indépendamment, par exemple? Alors, je ferais peut-être une première remarque qui est que, en fait, le cycle de hausse des taux se ralentit petit à petit, paradoxalement. On est obsédé par la Fed et par la BCE, alors pour de bonnes raisons, c'est les deux banques centrales principales dans le monde. Moi, je suis une grosse cinquantaine de banques centrales dans le monde. Le pic du nombre de hausses de taux, c'était en mai. Depuis, ça baisse petit à petit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans beaucoup de pays émergents, les pays ont été très rapides à réagir. Donc, ont commencé à monter les taux très, très agressivement très tôt. Et en fait, ils sont à la fin de leur cycle de hausse de taux. Donc, il faut quand même replacer ça dans son contexte. On est toujours, entendons-nous bien, sur une trajectoire haussière des taux. Ça, c'est indubitable. La Fed devrait faire 75 ce soir. Certains jouent même avec l'idée de 100 BP. Bon, moi, j'y crois pas, mais on verra. Donc, on est très clairement sur un cycle global de resserrement. Mais on a une espèce de petit ralentissement sur ce point-là. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est, oui, d'une part, quand je compte le nombre de baisses de taux, c'est compte sur le doigt d'une main. Il y en a deux, la Russie et la Chine. Voilà, Turquie aussi. Et la Turquie. Qui a fait des miracles. Qui n'est pas anodin d'ailleurs. Qui a fait des miracles économiques, d'ailleurs. C'est une réussite extraordinaire. Ils ont quoi, 90% de croissance nominale, c'est ça? Oui. Pas en dollars. Mais donc il y a vraiment un mouvement très global, homogène, oui. Très homogène. L'autre point, c'est que si vous regardez la Fed, il y a ce concept de taux neutre en politique monétaire qui est le taux qui en fait stabilise votre économie. En fait, quand vous êtes en dessous du taux neutre, vous avez le pied sur l'accélérateur. Quand vous êtes au-dessus, vous avez le pied sur les freins. Le taux neutre, d'après la Fed, il est à 2,5. Donc ce soir, on devrait passer au-dessus très nettement. Donc, on était jusqu'à présent sur une grande partie des banques de l'OCDE avec des banques qui levaient petit à petit le pied de l'accélérateur, donc qui aidaient encore. Là, on est sur des banques qui mettent le pied sur le frein. Ce n'est pas du tout la même histoire. Et c'est là où, effectivement, il y a des effets de bord. Et vous parliez de l'immobilier. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on regarde avec une loupe. On ne pense pas qu'il y ait de bulles spéculatives, ni aux États-Unis, ni au Canada. Mais c'est vrai qu'on va indubitablement avoir un gros tassement. Et ça, c'est un effet de bord très important. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Cette réunion, enfin, toutes les réunions sont importantes en ce moment, mais celle de la Fed ce soir particulièrement. C'est-à-dire qu'on passe à une nouvelle étape du resserrement monétaire. On entre en territoire restrictif. On va continuer. Jusqu'où? C'est la question, on verra, on aura des projections peut-être qui nous permettront d'y voir un peu plus clair. Et puis l'autre sujet, c'est que cette politique, elle va s'ancrer dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a la course de vitesse, il faut front-loader vite le maximum de hausse de taux pour arriver le plus haut possible, on va dire ça comme ça. Et puis ensuite, ça va durer. Alors c'est un point très important, je pense, et c'est le point principal pour moi du discours de Jackson Hole. Vous savez, Jackson Hole, c'est fin août. Alors Jérôme Powell est arrivé, il a fait un discours très inhabituel, parce que très court, 8 minutes. Normalement, il fait du blabla pendant une demi-heure, en expliquant plein de choses. C'était 8 minutes, et en gros, c'était on va être au quiche, et d'ailleurs, on va être au quiche. Il y a un point qui est très important pour moi, c'est qu'il a aussi dit qu'ils allaient maintenir les taux à un niveau élevé. Et il fait beaucoup référence aux années 70. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 ? Vous avez l'inflation qui va à 10%, donc grosso modo, là on est. La Fed réagit très vite, en fait. Elle monte les taux très agressivement. L'inflation baisse à 5%. On a une récession en 74-75 et la Fed dit regardez, j'ai été très bon, victoire. Hop, je peux rebaisser les taux. L'économie repart et vous avez 15% d'inflation derrière. Donc en fait, ils ont fait l'erreur de déclarer victoire en 74-75 beaucoup trop tôt. Et je pense qu'ils ont cette idée en tête. C'est l'erreur d'Arthur Burns,
qui les traumatise plus que le choc Volcker à ce stade. Du coup, après, on fait du Volcker, et le Volcker, c'est très très pénible parce que ça dure 10 ans de politique extrêmement agressive. Là, c'est le schéma Volcker qui se dessine pour la Fed, où on peut encore trouver un entre-deux entre ne pas être Burns, mais ne pas être totalement Volcker non plus. C'est pas faire du Burns pour éviter le Volcker, c'est-à-dire monter à 4%. Nous, on pense que les Fed Funds vont arriver à 4%. Bon, alors après, que ce soit 4, 4,5, l'ordre de grandeur est le même. Mais l'idée, c'est que l'année prochaine, vous restez à 4 toute l'année. Et vous ne baissez pas les taux, même si l'inflation, avec les effets de base, on peut revenir à 5% assez rapidement, dès le printemps prochain. L'idée, c'est que si on revient à 5%, dès le printemps prochain, la Fed ne dise pas « c'est bon, j'ai fait mon job, je rebaisse les taux ». Ils visent 2% en niveau. Voilà. Et du coup, vous avez une courbe qui est beaucoup plus plate, parce qu'en gros, vous dites « je monte à 4, 4,5, mais bon, mais j'y reste pendant très longtemps, pendant au moins un an, si ce n'est plus ». Et c'est plus du tout la même chose. Et là, on ne fait pas l'erreur de Burns, et donc on n'a pas besoin de rappeler Volcker. Ras-le-bol du pessimisme submergent, Nicolas. Il y a trop de pessimisme, en tout cas il est trop consensuel. C'est de la transition. Ben non, mais si. Non, mais je voulais qu'on quantifie un peu, parce que quitte à nager dans le pessimisme, autant savoir pourquoi. Je crois qu'on le sait tous, évidemment. Oui. C'est bien exprimé. Voilà. Mais votre perception m'intéresse, Nicolas, par rapport à cette situation assez inédite quand même. Mais j'en ai ras-le-bol, comme vous le dites. Mais d'abord, mon propos, ce que j'en pense intéresse peu de monde, sauf nos clients peut-être. Si, ben voilà. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que même quand on est optimiste, ce que je suis, bon, dans ce monde-là, être optimiste, c'est être un naïf absolu, ou d'être un menteur. Je suis un optimiste. Pourquoi ? Parce que, effectivement, la macro, ça m'intéresse beaucoup, mais je veux toujours aller puiser dans la micro des indices qui corroborent ou, au contraire, contredisent ce que la macro dit. Et puis, il y a la macroéconomie et il y a le marché. Et le marché obligataire. Le marché obligataire nous dit des choses. Alors, étant plutôt optimiste, je suis plutôt dans le camp de ceux qui pensent que la récession est inéluctable. Alors, en 35 ans d'expérience, c'est pas être pessimiste on n'a jamais vu la Fed qui ne soit pas arrivée à ses objectifs. Et avant elle, le prix du baril à $120, c'est la récession. Là où je cherche, par un peu méthode Coué, mais aussi peut-être par essayer de dessiner ce qui pourrait trancher dans le discours ambiant qui est à bonne raison, avec des bonnes raisons très tangibles, très pessimistes ou très inquiets. La vie continue, les entreprises font un travail absolument formidable. Aucun dirigeant économique, du dirigeant jusqu'au management intermédiaire, n'ignore qu'il y a des difficultés d'embauche, de supply chain, de carnet de commandes à terme, puisqu'ils ne le voient pas vraiment aujourd'hui, des enjeux sociaux, et ça tient. En fait, je ne cherche pas à prendre le contre-pied à tout prix. Mais comment se fait-il qu'avec la séquence exceptionnelle de mauvaises nouvelles et de contraintes, nous ne soyons pas déjà en récession ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et comment vous l'expliquez ? On sous-estime toujours la capacité d'adaptation des organisations, des hommes, des femmes, des entreprises. Alors, des entreprises... Parce que là, c'est le mode crise permanent depuis 2 ans, quand même. Depuis 20 ans. Ouais, enfin là, il y a quand même une concentration depuis 2 ans. D'accord, peut-être depuis 20 ans. Mais la capacité d'une entreprise à s'adapter ne cesse de nous surprendre. Bon, alors, je suis de ce point de vue-là. Alors, en tant qu'investisseur action, je considère que cette année 2022... qui fait mal, ça fait mal. On ne va pas faire les malins, on se prend moins 20, moins 25, c'est difficile, c'est très dur, mais néanmoins, c'est une autre phase, pas encore autant, mais quasiment aussi intéressante que le Covid. Car c'est le moment, une fois de plus, de voir qui court, qui ne court pas, qui a du souffle dans la durée, et donc on en revient toujours aux mêmes choses. C'est marrant, les boîtes qui innovent, il n'y en a pour l'instant aucune qui cesse d'ignorer. Donc tous ceux qui sont dans cette chaîne de l'innovation continuent à avoir des carnets de commandes, enfin du travail, un taux d'activité.
les bilans sains. Bon, on voulait des bilans sains quand les taux étaient négatifs, donc si c'est 2, 3, 4, 5, 6, 10 comme dans les années 70, encore plus. Il se trouve que le monde de l'entreprise, c'est pas L'Oréal et Estée Lauder qui ont des bilans sains. Il y en a des dizaines d'entreprises. Et même les banques ne sont pas dans la même situation que le Covid, les man et toutes les crises de la zone euro, des crises boursières, des crises... Bon. Donc, effectivement, j'ai envie de prendre le contre-pied. Ah ouais. Et je me dis aussi, c'est peut-être absolument... ça ne vaut peut-être pas grand-chose. Depuis 6 mois, le scénario qui se réalise aujourd'hui est presque écrit. L'hypothèse d'une récession était vraiment complètement posée il y a 6 mois. Là, maintenant, Ça se matérialise. C'est quand, de quelle ampleur ? C'est une question à $1 milliard. Hein, mais il n'empêche que depuis 6 mois, on ne s'est pris que des mauvaises nouvelles. Et du point de vue des marchés actions, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Non, on est le peut-être en dernier train plus de bas, faire le c'est 3e fin plus juin, bas. début juillet, c'est ça, voilà. Ouais. Ouais. Alors, Pour l'instant, on n'y est pas revenu. donc, comme disent j'entends bien. les Uber pessimistes, bears, qui ont repris complètement le micro depuis Jackson Hole, à juste titre, hein, d'autant plus qu'on avait monté jusqu'avant, on n'a pas capitulé. Non. Parce que le monde, en fait, c'est capitulé pour que ceux qui sont pessimistes Mais puissent c'est enfin c'est un peu ce acheter. qui gêne les stratégistes, d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu ce moment de capitulation générale. Tout le monde est très prudent, tout le monde est très cash, protégé. Et en fait, ça bloque un petit peu l'idée d'une purge de marché qui serait peut-être consistante avec l'idée d'une récession. Hein. Nicolas, et puis peut-être Stéphane. Peut-être juste rajouter, derrière ce propos qui n'est pas... il n'est même pas un propos de marché, mais... Non, mais on a le droit d'avoir une On est dans réflexion un personnelle, monde Nicolas. extraordinairement contrasté. Je ne rencontre pas une entreprise sans qu'elle parle des contrastes qu'elle rencontre entre branches d'activité, zones géographiques, canal de distribution. Il y a des contrastes. Mais il y a des contrastes, il y a des paradoxes dans notre comportement. Le consommateur américain, déjà, on nous a fait le coup au bout de 7 ans, c'était la récession, puisque ça c'était il y a des années. Le consommateur américain était déprimé en début d'année. Oui, il cessait de les recevoir enquêtes. des chèques. Oui, les enquêtes. Et d'opinion, il est déprimé, mais il consomme. mais il consomme. Ah oui. Et pas que le consommateur américain, chez nous aussi. Bon, c'était il y a une éternité, il y a 15 jours, il y a eu... Voilà, c'est une prise de pouls, réunion du MEDEF, où les entreprises disent, bon, on est inquiète de l'avenir, mais quand on se regarde, ça va. Pour l'instant, tout va bien, mais on est vigilant, mais ça va. Et les investisseurs, alors on est super pessimiste. L'indicateur celui que je regarde, Bank of America Merrill Lynch, il est pour la 9e ou la 10e semaine, au plus bas des plus, au maximum bearish, et pourtant on ne vend pas. Ouais. Alors on est tous des grands malades ou on va finir par vendu quand même. On a déjà vendu, Nicolas. Faut pas faire comme si c'était rien passé. Nous ne vendons pas. Les investisseurs n'ont pas vraiment vendu. C'est pas vrai. Ah oui. Les outflows qu'on voit accumulés sur les actions européennes, par exemple, c'est pas encore vraiment. On n'a pas encore vraiment appuyé sur le bouton. Parce que sinon, ça m'inquiète. Non, mais il y a toujours des vendeurs, il y a toujours plus d'acheteurs quand un marché monte. Mais quand vous regardez les stocks, les AUM globaux. Il n'y a pas eu de sortie massive de la classe d'actifs equity. Ouais, d'accord. Oui, cette idée de capitulation. Puis, en fait, ça nous amène à parler de aussi ce concept de pivot de la Fed. J'aimerais bien qu'on définisse un peu ça. Alors, est-ce que c'est un concept très marketing et pourquoi pas ? Est-ce que c'est un vrai concept de gens de marché important. C'est pas les banquiers centraux qui en parlent du pivot, donc c'est vraiment un truc de marché. J'aimerais bien qu'on le caractérise un peu, parce que dire le pivot de la Fed, on l'attend, c'est quoi le pivot de la Fed ? Alors juste pour revenir sur ce que vous disiez, parce que je suis plutôt d'accord avec vous, peut-être pas pour exactement les mêmes raisons, mais moi aussi je suis plutôt optimiste. Alors les Russes, il y a un proverbe russe qui dit un pessimiste c'est un optimiste bien informé. Ouais. Bon, alors moi je suis quand même optimiste, mais bon bref. Je pense qu'il y a un phénomène de marché qui est très intéressant, c'est que le marché est convexe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez une bonne nouvelle, il monte assez vite. Quand il y a une mauvaise nouvelle, il baisse peu finalement. Donc il ne réagit pas pareil aux bonnes nouvelles et aux mauvaises nouvelles. Après 20% de baisse. Après 20% de baisse. On l'a vu vu pendant la saison des résultats. Les entreprises qui publiaient en dessous des attentes étaient très peu pénalisées par le marché. Par contre, celles qui publiaient au-dessus montaient très vite. Et ça a été une surprise.
Et ça, On s'attendait au C'était contraire. pas le Exactement. price action qu'on attendait On forcément. s'attendait au contraire. Et c'était exactement l'inverse les trimestres précédents. Donc ça, c'est typique d'un marché qui price énormément de mauvaises nouvelles. Donc quand on lui donne une mauvaise nouvelle, il dit ben, je sais, c'est dans les prix. Donc il ne bouge pas. Quand on lui donne une bonne nouvelle, il se dit oula, mais je me suis trompé, pouf, et il remonte. Donc moi, je suis assez d'accord avec vous. Il y a quand même... Alors, si cet hiver, on n'a plus de gaz, on a l'économie qui s'effondre... Si, Non, mais on peut toujours jouer à se Bon, faire peur. oui. Partant de là où on est, c'est Ouais. facile. Oui. Mais dans un scénario médian, je trouve qu'il y a énormément de mauvaises nouvelles et qui sont pricées. Je vais juste vous donner un chiffre. Les CDS, donc le contrat d'assurance sur le high yield en Europe, vient de passer 600 points de base. Alors, vous allez me dire, oui, bon, alors... mais c'est un taux de défaut implicite supérieur à 40%. Donc le marché vous dit... D'accord. Il y a 2 entreprises sur 5 qui déposent leur bilan On dans se les 5 couvre comme s'il y avait 40% des C'est- boîtes high yield qui allaient faire faillite demain. Alors, Comme s'il n'y avait plus de lendemain, quoi. Ah ben tout est possible. Mais alors là, 2009-2011, c'est un pique-nique dans le parc. C'était juste une plaisanterie pour midinette en comparaison. Donc il y a Les quand même... optimistes bien informés, les pessimistes, vous diront peut-être que c'est ce qui nous attend, j'en sais rien. Ouais, oui, mais peut-être. Non, mais Peut-être. Mais là, la ce que Fed je veux dire, pivotera. ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment un scénario extrêmement noir Ah ouais. pour Partant de là où on est. Hein. pour justifier certaines valorisations. Qu'est-ce qui caractérise le pivot de la Fed pour vous, Christophe? Est-ce que c'est le moment où elle arrête de monter les taux de 75, 100 points de base? Est-ce que c'est le moment où elle arrive à sa dernière hausse de taux de son cycle de resserrement? Est-ce que c'est le moment où elle peut commencer à peut-être signaler de futures baisses de taux? Il y en aura un jour, des baisses de taux. Alors, je suis pas certain qu'on ait tous la même définition. Ben non, mais d'où cette question. Là-dessus, justement. Parce que ça a l'air d'être un moment important quand même. Je sens qu'il y a beaucoup d'attentes sur cette idée de pivot. Moi, j'aurais tendance à dire que les gens aujourd'hui vont essayer de visualiser quelle sera déjà la dernière hausse de taux. Peut-être légèrement avant ça, le moment à partir duquel les hausses de taux vont déjà freiner, donc la dérivée seconde, surtout va s'infléchir légèrement et repasser donc à zéro. Donc, d'une part, ce côté un peu pause sur les taux d'intérêt et surtout comment elle va réagir à une inflation qui, à mon avis, va rebaisser peut-être plus vite que ce qu'ils ne le pensent aujourd'hui. Et est-ce qu'ils vont être dans une phase, comme l'a décrite Stéphane, où ils vont assurer le coup, avoir un énorme biais de confirmation qui semble être la politique aujourd'hui, mais je me méfierais parce qu'on a des mi-termes à partir du 8 novembre et la politique de la Fed est très très influencée par l'administration Biden. Donc il faudra voir aussi politiquement quels sont les discours. Parce que jusqu'ici, et c'est un point, il y a des données macroéconomiques, mais qui selon les cycles politiques ne sont pas du tout interprétées de la même manière par la Fed. Et ça, c'est un biais aujourd'hui, on sent qu'ils sont bien dans ce biais de confirmation, que la priorité des ménages aujourd'hui, c'est l'inflation, donc ils se ruent dessus. L'inflation commence, les anticipations à 1 an commencent à baisser, donc Biden remonte dans les sondages, donc on leur dit appuyez dessus à fond, c'est parfait, surtout... Ne changez rien. Pas. Sauf que l'arbitrage inflation-récession ne va pas être le même dans 3 mois. Moi, je ne sais pas, hein, j'entends. Le message est assez clair. Moi, 8 minutes, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour faire passer le message. On veut voir revenir à 2% en niveau l'inflation et on attendra de le constater matériellement, qu'elle soit bien réalisée dans les chiffres CPI. Et ce n'est pas les sondages ou le forward qui nous dira ce qu'on doit faire. Et c'est ça. Et le pivot, en fait, peut être le moment où le biais de confirmation est enlevé du discours. On fait évoluer Si la fonction de essaye... réaction. Quoi. Exactement. Et pour l'instant, on sent que, d'une part, ils vont focaliser sur des indicateurs coïncidents et avoir une confirmation sur les indicateurs coïncidents. D'autre part, regarder des indicateurs qui sont souvent très retardés. Mais les indicateurs avancés, soit ils ne les regardent pas, soit ils ne veulent pas les voir aujourd'hui. Oui. Parce que si tu prends un break-even d'inflation à 1 an, on est à 2%. Oui. Non, enfin, qu'ils ne les voient pas, si, évidemment qu'ils les voient. C'est qu'ils ne veulent pas mais c'est qu'on est vraiment dans les une utiliser séquence, dans leur communication. Ouais, où il y a vraiment, je pense, une volonté de voir ce chiffre de 2%. Mais le risque en faisant ça, c'est d'avoir une récession, d'avoir potentiellement un schéma très négatif sur l'immobilier qui ne soit pas contrôlable. Donc en gros, cette posture de maintenir les taux élevés pendant longtemps, ça augmente le risque extrême de ne pas maîtriser ce qui se passe autour. Et je pense que c'est ce que reflètent les marchés aujourd'hui, c'est la
potentielle non-maîtrise de certains phénomènes. De risque extrême. Ouais. Stéphane? Oui, il y a un point que vous avez mentionné qui me semble très important, c'est que sur les 6 premiers mois de l'année, grosso modo, on avait des break-even qui montaient. Donc le marché qui disait, mais il y a plus d'inflation qu'attendu, plus. Et vous aviez les anticipations de la Fed qui suivaient. Donc on avait une Fed qui était behind the curve, qui était en retard, et qui suivait, et qui était obligée de s'ajuster petit à petit. Là, depuis quelques mois, en gros depuis mi-juillet, on a des break-even, c'est-à-dire des attentes d'inflation qui baissent, et des Fed Funds qui continuent de monter, et des anticipations de Fed Funds qui continuent à monter. C'est plus du tout la même histoire. Non. C'est plus une Fed qui court après l'histoire, qui est en retard. C'est une Fed qui a repris la main et qui, effectivement, remet les attentes du marché à un endroit qui est beaucoup plus confortable pour elle. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est un premier pivot. Alors, tout le monde s'en fiche pour l'instant, mais c'est quand même un changement absolument fondamental. C'est plus la Fed qui court après la réalité. Pour moi, le vrai pivot, c'est on continue à augmenter les attentes sur les Fed Funds. Le jour où on dit, bon, mais ça y est, on a tout pricé, on a tout anticipé, on n'y est pas forcément encore, mais on sait que la Fed n'ira pas beaucoup plus haut. Là, on n'a plus à pricer de hausse de taux et donc c'est plus du tout la même histoire. Ça veut dire que c'est fait. Les valeurs de croissance, toutes les valeurs à forte duration qui ont souffert n'ont plus à souffrir puisque la courbe s'est réajustée et qu'on ne bouge plus. Pour moi, il est là le pivot. C'est quand on sait qu'il ne faut pas attendre de repricing encore plus haut que ce qu'on a fait depuis 2 ans en fait. Nicolas, si je reviens alors à l'optimisme nourri par la microéconomie chez vous... Optimisme relatif. Oui, justement, d'où ma question. Est-ce que, sur la base des constats que vous dressez aujourd'hui, et malheureusement, mais comme tout le monde, les entreprises ne sont pas forcément les meilleures prévisionnistes, peut-être sur le court terme. C'est pas les plus mauvaises quand même. C'est pas les plus mauvaises non plus. Sur les 3, 6, 9 mois qui arrivent, là, comment vous regardez les attentes du marché sur les bénéfices des entreprises, justement? De ce point de vue-là, jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Et les résultats du 2e trimestre, vous le disiez, effectivement, les réactions de marché ont été plutôt à la hausse. C'est plutôt la surprise à la hausse qui a entraîné des réactions de marché positives. Grégoire, la difficulté, c'est que même quand on est optimiste et qu'on s'attend à l'issue d'une publication du S1 faite fin juillet ou début septembre, parce que les entreprises disent, bon là, il y a du mot, hein, ça serait presque rassurant qu'elles nous le disent. Et pourtant, question 1, 2, 3, 4, c'est dites-nous que ça craque dans vos carnets de commandes chez vos fournisseurs, chez vos clients, chez vos indicateurs. Et puis 6, 7, 8, alors wage cost, supply chain cost, transport cost, marketing cost. Fait 1 an. Hein. Elles sont préparées à ça. Ah bah bien sûr. Semi-conducteurs, on prend un peu, hein, mais bientôt les prix vont baisser. D'ailleurs, comme a baissé le blé, comme a baissé le gaz, pardon. Hein, il y a plein de produits qui sont en pleine désinflation aujourd'hui. Ça baisse, ça baisse. Alors, le point d'attention, parce que ça va être le T3, hein, la rythmique de l'investisseur action, c'est celle des publications. Donc le T3 en octobre, mois du congrès chinois. Bon, c'est coïncidence temporelle, ça va être de voir l'effet hausse des prix, ce que d'aucuns appellent le pricing power, qui n'est parfois que la simple retranscription d'une contrainte et d'un coût du pétrole, par exemple. La sensation que j'en ai, c'est que l'arrêt sur image mi-année, c'est on a monté nos prix et on a un delta favorable qui amortit certaines moindres progressions de l'activité. Donc, en fait, la marge tient très bien. Et là, je crains qu'il y a toujours la capacité à retranscrire, enfin, à maintenir les prix qu'on a il y a 3 mois, mais qu'en revanche, les indicateurs les coûts agissent à plein, à 100%, et donc ça permet juste de neutraliser. Voire, ici ou là, ça va commencer à rogner. Évidemment, le grand enjeu, c'est, et là il y a 2 écoles, c'est quelle est la capacité sur un cycle, là, sur les 2 prochaines années, à éviter la récession des profits. Ça, c'est le grand sujet. S'il y a une récession des profits, une vraie récession de profits, j'ai tort d'être... On n'a pas baissé assez. D'être optimiste, ou ça va prendre du temps. Alors, je vais contrebalancer ça en disant, mais il y a dans ce monde, contrasté, il y a des géographies,
il y a des secteurs, il y a des entreprises qui arrivent à faire fi de tout ça. Donc le paradoxe, c'est que j'ai envie d'être optimiste, mais j'ai envie d'être optimiste avec des compétiteurs de très très haut niveau. Parce que sinon, c'est un monde très difficile. L'opération Schneider du jour, alors qui est la suite logique. Donc Schneider va racheter 41% du capital d'Aveva qu'elle ne détenait pas encore. Donc Aveva, britannique, logiciel industriel. L'histoire a commencé en 2017 avec l'acquisition d'un bloc majoritaire, 60% au capital. Donc c'est la suite logique. Le timing de cette opération nous dit quand même quelque chose de la confiance qu'on peut avoir au sein d'un management dans une entreprise comme Schneider. L'opération le dit, le timing non, parce qu'ils avaient une contrainte au 21 septembre. Ah bon, d'accord. Ils devaient soit lancer une offre... Donc ils ont vraiment attendu le 21. Le dernier jour. D'accord. Donc les rumeurs de l'été étaient justes. Ouais. Le deadline, c'était 21 septembre. On est le 21 septembre. D'accord. Oui, mais ils n'ont pas renoncé. Voilà, exactement. Ça change pas grand-chose stratégiquement parce qu'ils contrôlaient le groupe. Ils l'intégraient à 100%. En revanche, et c'est ce qu'on se disait hors plateau tout à l'heure, il vaut quand même toujours mieux acheter plus de ce qu'on connaît par cœur que s'aventurer à intégrer une entreprise qu'on ne connaît pas, dans une géographie qu'on ne connaît pas, même si c'est très séduisant pour l'investisseur, parce que ça fait des nouveaux espaces de croissance. Ce qu'il faut retenir, c'est que Tricoire, qui a quand même des credentials élevés, il est opportuniste, il achète avec une prime substantielle par rapport à il y a 2 mois ou 3 mois, mais c'est un prix qui est sensiblement inférieur au cours de 2021 et 2020. Pour un acteur qui renforce la composante économique, software d'un acteur de l'électricité, oui, toutes les boîtes, Grégoire, qu'on rencontre et qui étaient acheteurs en 2021 suite à l'épisode du Covid, qui avaient des bilans forts et qui avaient les capacités de racheter des compétiteurs qui étaient brinque-ballants, très peu sont passés à l'acte parce que les actifs étaient trop chers. Aujourd'hui, on a la situation inverse, c'est-à-dire qu'on a des actifs qui sont à des prix qui attirent le regard, qu'on soit investisseur pour savoir si on achète 20 L'Oréal ou une entreprise, donc le prix commence à attirer. En revanche, la peur retient. Oui, bien sûr. L'incertitude généralisée. Mais où sera-t-on ? La question, c'est où sera-t-on dans 1 an ? Septembre 2023. Hâte de le savoir. Mais on ne sait pas, on ne le sait pas. Bah si. Non, mais j'ai hâte de le savoir. Mais effectivement, les entreprises qui votent avec leur capital, avec une connaissance des risques qui est quand même assez élevée. On n'est pas dans une logique de Black Swan cette année. On a connu l'inflation. Oui. Tout le monde n'a pas connu, mais on a connu. Ils sont encore vivants, ceux qui ont maté l'inflation. Les erreurs, on les connaît. Je ne dis pas que c'est facile, mais on a des banques centrales qui font le job. Et quand les banques centrales paniquent, est-ce que c'est à nous de paniquer ? Je ne suis pas sûr. Même si, don't fight the Fed, donc c'est simple. C'est pas simple. Ça nous ramène aux banques centrales. J'avais une question, parce qu'on parle beaucoup, effectivement, politique monétaire, mais derrière les questions de politique monétaire, il y a quand même les grandes questions sur la politique budgétaire, avec un service de la dette qui augmente. On fait remonter le coût de l'argent remonte pour tout le monde, y compris pour les États, après une période bénie d'une décennie au moins de taux en baisse permanente, voire zéro négatif. Comment on quantifie déjà peut-être ce que ça représente déjà à ce stade ? Est-ce que ça va vite, là, l'augmentation du coût de la dette pour les États, des charges financières, des charges d'intérêt ? Et qu'est-ce que ça implique pour la politique budgétaire demain ? Enfin, quand je dis demain, à vous de me donner l'horizon, Stéphane, mais politique budgétaire qui est extrêmement généreuse encore aujourd'hui, notamment en Europe. Ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est on a les déficits budgétaires mensuels pour la France, l'Italie, on a le Portugal, la Belgique. Moi, je suis ça. On a eu une très forte amélioration. Pourquoi ? Parce que quand vous avez de l'inflation, vous avez des recettes de TVA, ça rentre directement. Donc, là, l'effet nominal joue à plein. Voilà. Donc là, pouf. Et ce qu'on voit, c'est que les gouvernements rendent cette cagnotte, en quelque sorte, petit à petit, et donc les déficits se creusent de nouveau. Et dans le cas de l'Allemagne, il y a 65 milliards, c'est 2 points de PIB de plan de relance, c'est pas une paille. Donc on est sur des niveaux qui sont de plusieurs points en fonction des pays. Est-ce que la hausse des taux est un problème ? Oui, évidemment, parce que ça augmente la trajectoire de la dette. Il y a plusieurs points dont il faut se souvenir. C'est plus d'inflation, c'est une dette sur PIB qui est plus faible. Parce que ça veut dire que votre stock de dette
reste constant, votre PIB croît beaucoup plus vite, si vous avez 8% d'inflation, et donc votre ratio, paradoxalement, baisse. L'autre point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la durée moyenne de la dette française ou italienne, c'est autour de 7 ans. Je vous le fais à la louche. L'ordre de grandeur. Donc, en gros, ça veut dire que vous avez une espèce d'énorme paquebot, et il y a un dixième, grosso modo, un peu plus de ce paquebot qui arrive à échéance et qui est réémis. Donc, avant d'avoir l'impact des hausses de taux sur le paquebot... Il faut 10 ans, quoi. Ouais, ça prend... Ben, j'ai fait les calculs. Si les taux, si la courbe bouge de 100 BP, c'est-à-dire 1%, toute la courbe italienne, il faut attendre 2030 pour avoir un impact de 1 point sur le déficit italien. Donc, ça... Alors, c'est pas un argument en béton armé, parce que si les taux montent, et si je vous dis, vous inquiétez pas, l'Italie est en défaut dans 15 ans, vous allez me dire, oui, bon, ben, j'investis pas dans l'Italie, et puis pouf, elle est en défaut tout de suite. Donc, mais il faut quand même garder à l'esprit que une dette d'État, c'est en fait un État qui a émis sur beaucoup de maturité, et donc il y a une énorme partie de la dette qui est à taux fixe, comme votre emprunt immobilier, si vous en avez en France. Et donc, c'est forcément négatif, mais il faut faire attention à ces effets d'hystérésis qui sont pas toujours évidents et qui ne vont pas impacter le budget aussi vite qu'on le voit sur certaines. Il y a beaucoup d'inertie, effectivement, exactement, dans le coût de la dette par rapport à la vitesse à laquelle les rendements de marché peuvent augmenter. Christophe, si vous avez des commentaires, on arrive au bout, mais la question, la Banque du Japon, je sais pas, moi, c'est la question qui m'intéresse. Alors, je dis, c'est le dernier bastion de l'ultra-laxisme monétaire mondial. Va-t-il craquer ? Alors, c'est pas forcément la zone que je regarde le plus. Non, je sais, mais on est bien occupé, mais c'est vrai que l'effet signal est intéressant, puisque c'est quasiment la seule banque centrale qui s'entête jusqu'au bout en annonçant aujourd'hui des rachats illimités d'obligations sur son seuil. Donc, c'est un peu, pour les pays développés, c'est vraiment la banque centrale à rebours. On voit les pressions sur le yen, et c'est plus le yen, à mon avis, qui à un moment risque de poser problème. Et on le voit aujourd'hui dans les commentaires. C'est des réunions successives. Donc, comment endiguer ça ? Au bout d'un moment, il faudrait peut-être laisser les taux longs remonter. D'autant que le Japon commence à avoir, pas retardement, mais des signaux d'inflation. Je regardais ce matin, le prix des terrains a augmenté pour la première fois en 31 ans. Donc, miracle. Donc il y a quand même des signaux macro qui montrent que le Japon, il se passe aussi quelque chose. Donc si c'est pas demain, on sera pas très loin la prochaine fois non plus. 10 secondes là-dessus, Stéphane, parce que je veux qu'on dise un mot de Porsche avec Nicolas aussi. 10 secondes. Oui, quand je dis craquer, elle va pas monter ses taux demain, la Bosch. J'espère pas. Sinon, je pense que... Mais dans la communication, le réglage, fin de sa politique monétaire. Je pense que ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez, vous avez 80% de l'inflation des pays de l'OCDE qui est commune. Donc quand on me dit l'Europe, c'est pas pareil que les États-Unis, c'est un phénomène global. C'est du pipeau. Il faut vous oublier, c'est pas vrai. Il y a des effets d'hystérésis, machin, mais tout bouge en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que le Japon, effectivement, on commence à voir des signes que le Japon raccroche le wagon. Donc on pourrait peut-être avoir le miracle qu'on attend depuis des décennies. Sortie de la déflation. Oui. Pour la fin du mandat de Kuroda qui s'en va en avril 2023. Il y a un mois, vous savez ce qu'il a dit, Kuroda ? Non. L'inflation, donc ils ont printé à 3%, je crois. Enfin, c'était à 2,6 il y a un mois. L'inflation est transitoire. Oui. Ça commence comme ça. Non, mais tout est transitoire. Hein. Oui. Sur le temps long, oui. Nous aussi. Porsche, est-ce que mais Porsche pour l'instant c'est quand même une histoire solide, visiblement. Non, mais c'est incroyable. Est-ce qu'il vaut mieux acheter une Porsche ou des actions Porsche, Nicolas ? Ça n'a pas le même prix quand même. Hein. Non, on peut en acheter pour 100, 150 000 euros des actions Porsche. Je pense, j'aime pas trop le véhicule, mais oui, il vaut mieux acheter la voiture, je pense. Ce qui trouble en fait avec cette émission, c'est que d'une part qu'elle se passe très bien dans un contexte où, semble-t-il, on n'aime rien. Évidemment, je fais dans la nuance. Et d'autre part, nos amis de Porsche, les familles derrière Porsche et Volkswagen, ont quand même l'odeur de Ferrari, et ce n'est pas Ferrari. Il se voit c'est comme Ferrari. Le luxe. Dans le luxe, tout le monde n'est pas du vrai luxe. Alors il y a le concept du affordable luxury qui résiste pas du tout à la moitié d'un cycle haussier.
Alors, c'est quand même pas ça, mais notre sensibilité, notre compréhension du produit final et des métriques de l'entreprise, c'est plus proche de Audi, Mercedes, BMW haut de gamme que de Ferrari. En marge, ça n'a rien à voir avec Ferrari. On parle de 14-15 au lieu de 30-34. L'un, c'est proche d'Hermès. Ouais. L'autre, c'est 4 points de plus que Stellantis. Je dois dire que la comparaison n'est pas opportune. Il y a peut-être une bulle de marge aussi, là, dans le contexte. Peut-être, mais peut-être pas. Oui. La désirabilité n'est pas la même. Le volume n'est pas le même. C'est plus facile de contrôler son volume avec 3000 véhicules qu'avec 300 000 véhicules. La cyclicité n'est pas la même. En 2008-2009, il y a eu une baisse des ventes de Porsche de 20%. Et comme le disait très bien, je crois, un commentaire dans le Financial Times hier ou avant-hier, il ne faut pas juger d'un groupe de luxe, du positionnement d'un groupe de luxe par le produit le plus cher, mais par le produit le moins cher. Le bas de la gamme. Le bas de gamme. Donc, c'est un peu cher pour un groupe de qualité. Ça nous semble un peu cher. Ah ouais. Est-ce qu'il faut participer tout de suite? Est-ce qu'il faut le suivre? Oui. Est-ce qu'il faut participer tout de suite? C'est un peu décalé par rapport à l'atmosphère générale. Donc, vous voyez, plutôt nuancé, sans parler des sujets de gouvernance qui sont à l'allemande, où on n'a pas de droit de vote et en fait, on finance un super dividende pour que les familles reprennent le contrôle de Porsche. L'opération se fait au Ferrari, des familles. C'est contrôlé par la famille Agnelli. Hein. Et dans le conseil de Ferrari, il y a un représentant de Chanel, un représentant de LVMH, c'est Delphine Arnault. Ça dit tout. Il y a un représentant d'Apple. Ça dit tout. Et un représentant de Yves Saint Laurent. Ouais. Ça dit beaucoup de choses. 29 septembre pour la cotation à Francfort de Porsche. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir en direct sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'ESG au sens large, mais plus précisément des questions de gouvernance et notamment à travers l'exercice de la démocratie actionnariale que sont les assemblées générales. Nous en parlons avec Yannick Waknin, le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB à mes côtés en plateau. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Merci d'être là. Ravi de vous retrouver. Les investisseurs professionnels, mais j'inclurais même les particuliers, eux également, ne prennent plus à la légère le grand rendez-vous de la démocratie actionnariale que sont les assemblées générales. C'est un fait qu'on peut constater et partager. Yannick, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet et comment on mesure d'ailleurs l'implication grandissante des investisseurs professionnels dans cet exercice de démocratie actionnariale ? Alors on le mesure déjà à travers la réglementation qui a beaucoup évolué sur ces 20 dernières années. On peut avoir en tête qu'il y a une vingtaine d'années, la gouvernance c'était presque un acte où l'exercice des droits de vote était presque un acte de back-office. Aujourd'hui, c'est de plein droit exercé par les différents gérants de portefeuille qui veulent avoir un avis et lisent avec attention toutes les résolutions, tout ce qui est proposé en se posant les bonnes questions, à savoir mais quelles sont les implications de voter pour, contre ou s'abstenir pour telle et telle résolution, et ça devient même un acte de gestion différenciant dans beaucoup de sociétés de gestion où on peut mettre des approches ou des stratégies différenciées en fonction de la typologie des investisseurs et en fonction des besoins des uns et des autres. Et donc c'est vraiment un atout à la gestion qui permet, si on ne peut pas toujours s'exprimer, on va dire, à travers la prise de position ou non dans certains stocks, mais d'avoir peut-être une voix un peu plus importante lors des assemblées générales et de pouvoir s'exprimer sur la stratégie d'un groupe, par exemple. Ouais. Pour un gérant de fonds professionnel, effectivement, ça devient un enjeu stratégique, ça intègre même le cœur de la stratégie, de sa stratégie d'investissement et de sa stratégie de gestion. Exactement. En fait, c'est censé refléter l'acte de gestion à travers l'implication et la prise de position dans les assemblées générales. Alors, soit à travers les résolutions classiques, soit à travers des résolutions d'actionnaires éventuellement. Donc, on a vu de plus en plus sur le marché des coalitions d'actionnaires qui vont pousser certains sujets, alors des sujets qui fâchent ou des sujets sur lesquels ils espèrent avoir un petit peu plus de transparence. Et on peut peut-être réfléchir aussi sur le fait que est-ce que l'actionnaire n'est pas en train d'étendre ses prérogatives qui sont plus
a priori de voter pour mettre en place, on va dire, organisationnellement la structure de gouvernance de l'entreprise, aujourd'hui, de plus en plus s'exprime sur la stratégie à adopter, éventuellement sur le type de reporting à mettre à disposition et éventuellement même donner des guidance sur ce que devraient faire certains secteurs ou certaines entreprises. Comment réagissent les corporates, les émetteurs par rapport à ça? Parce que certains patrons, certains PDG disent l'AG, oui, c'est un grand moment de démocratie actionnariale, mais c'est pas là où on fixe la stratégie de l'entreprise. Chacun peut donner son avis, très bien, tout le monde est libre, mais c'est pas là qu'on décide de la stratégie de l'entreprise. Alors, c'est clairement le seul endroit, ou quasiment le seul endroit, où les propriétaires rencontrent les dirigeants des entreprises. Donc, c'est un bon moyen pour discuter, pour s'exprimer. Il y a des prises de parole de plus en plus fréquentes de la part des minoritaires lors de ces assemblées générales. Et on voit que les managements y prêtent grande attention et cherchent d'ailleurs tout au long de l'année à rencontrer les actionnaires de référence pour être sûr, entre guillemets, de déminer tous les sujets avant l'Assemblée générale pour ne pas avoir potentiellement de mauvaises surprises lors de celle-ci. Et donc, clairement, l'engagement des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, est de plus en plus important. On voit ça notamment dans les quorums qui augmentent dans les sociétés qui n'ont pas des détentions, on va dire, représentés par certains gros actionnaires. On va dire ça comme ça. Ouais, donc les corporates se mettent au diapason aussi de cette tension, en tout cas cette implication grandissante des investisseurs. Ça fait partie de la vie de l'entreprise. Voilà. Tout comme on s'exprime à travers les trimestriels et les plans stratégiques, on doit être à disposition des actionnaires pour répondre à toutes leurs interrogations, alors pour des questions peut-être de manque de transparence ou pour avoir des précisions, voire ce qu'on disait tout à l'heure, pour essayer de faire changer un petit peu la trajectoire de l'entreprise et d'aller sur des nouveaux sujets, donc des sujets ESG, des sujets sur le social, des sujets sur l'environnement. On parle beaucoup de résolution d'actionnaires sur des questions environnementales, des trajectoires, de degrés par exemple, sur le climat. On parle aussi beaucoup de meilleure prise en compte de la dimension sociale de l'entreprise. Donc ça fait partie des sujets naissants sur lesquels on commence à voir, alors pas systématiquement, mais des résolutions d'actionnaires ou des tentatives de résolution d'actionnaires qui commencent à faire un petit peu boule de neige. Oui, justement, derrière le sujet climatique, alors qui est le grand sujet évidemment, et c'est le grand défi de l'humanité pour les prochaines années, il n'y a pas de doute, mais il y a d'autres sujets qui montent également dans la dimension extra-financière, j'entends. Alors, on a beaucoup parlé de la gouvernance, de l'organisation du conseil d'administration. On peut parler du CONP pour avoir plus de transparence. On peut parler de tout ce qui s'est mis en place pour avoir plus d'administrateurs indépendants. Mais c'était plus organisationnel. Maintenant, on va peut-être un petit peu plus sur des questions stratégiques. On parle de raison sociale des entreprises. On parle de transparence sur la stratégie climat. On parle, dans un environnement qu'on espère post-Covid, justement de la place de la dimension sociale au sein de l'entreprise et comment est-ce qu'on peut avoir peut-être un meilleur équilibre, que ce soit au niveau du partage de richesse. Il ne faut pas oublier qu'on vote le dividende, notamment lors de l'Assemblée générale, entre les différentes parties prenantes. Donc on voit que le spectre s'élargit et que ça devient clairement un forum qui focalise quand même beaucoup d'attention de la part du marché et de la part des investisseurs. Le phénomène de coalition, c'est une méthode effectivement qui se généralise, qui concerne quel type d'investisseurs aujourd'hui? Est-ce que les plus gros asset managers mondiaux qui ont des participations dans toutes les entreprises du monde, pour dire les choses simplement, est-ce qu'ils acceptent cette idée de coalition? Est-ce que c'est très anglo-saxon avant tout? Est-ce que ça se diffuse dans un monde plus latin comme le nôtre, par exemple? Alors ça a toujours existé, mais c'était peut-être un petit peu plus feutré par le passé, où on rencontrait justement le management des entreprises et éventuellement on échangeait sur un certain nombre de sujets. Les anglo-saxons, certains activistes sont quand même beaucoup plus vocaux que nous. La campagne, comme on dit, est quelque chose qui est dans la nature de l'investissement. On va dans la presse, on fait ses commentaires, on fait ses propositions, on attend un retour circonstancié de la part de l'émetteur sur les différents sujets, mais on voit quand même que ça a pris racine un petit peu partout, où tout le monde mesure le poids potentiel lié à l'exercice du droit de vote lors de l'Assemblée générale. Et donc on voit un certain nombre d'actionnaires qui se rassemblent à travers un certain nombre de forums de
place et qui n'hésitent pas, le cas échéant, soit à proposer des résolutions, soit à faire une sorte d'engagement un peu public sur certains sujets qui leur tiennent à cœur pour essayer de faire bouger les lignes. Mais ce dont on a besoin à travers toutes ces initiatives, c'est de la pédagogie, de la transparence et que ce soit très clair pour le tout un chacun de ce qu'on recherche à travers ce type d'initiative. On ne fait pas de l'engagement actionnarial pour cocher des cases et pour dire « bon ben voilà, j'ai posé une question sur la biodiversité, sur le climat, etc. » On fait parce qu'on estime que ça devient stratégique. Est-ce que c'est bien compris par l'entreprise et quelle va être la réponse de l'entreprise par rapport à ces problématiques d'aujourd'hui et de demain? Il vaut mieux le faire vocalement ou discrètement? Il y a une, je sais pas, il y a une mesure d'efficacité par rapport à ça? Alors, je vais dire que ça dépend d'une part de la détention qu'on a au sein de l'entreprise. Plus on détient des parts, plus on sera écouté par le management. Donc, moi, on a besoin d'être bruyant médiatiquement parlant, par exemple. Oui, potentiellement. Et après, c'est clair que ces coalitions permettent à plusieurs petits porteurs d'avoir une voix peut-être un petit peu plus prépondérante dans le débat lors de l'Assemblée générale, avant ou après. Je comprends, hein, implication donc stratégique des investisseurs aujourd'hui à travers cette démocratie actionnariale, ces assemblées générales. Et vous le disiez, du point de vue des entreprises aussi. C'est-à-dire que ça devient un forum où on prend les choses de plus en plus au sérieux. C'est piloté au plus haut niveau, l'organisation d'une AG, l'agenda, l'ordre du jour. C'est quelque chose qui se pilote au plus haut niveau aujourd'hui. Alors c'est déjà très réglementé. C'est-à-dire qu'il faut déposer en France au BALO, par exemple. Il y a des délais, il y a des consultations, il y a des allers-retours avec les proxy advisors, notamment, pour expliquer un petit peu et pour que ce soit le plus clair possible. Il y a des obligations réglementaires de voter aussi chez la plupart des asset managers. Donc, dans ce cadre-là, l'exercice est institutionnalisé quelque part. Donc, c'est un moment important de la vie de l'entreprise, de la communication de l'entreprise. On parle beaucoup stratégie et prospective. Il y a toujours un keynote de la part du top management de l'entreprise pour introduire un petit peu le contexte, qui soit macroéconomique, qui soit stratégique, qui soit sectoriel. Et donc, c'est un événement qui est attendu aujourd'hui par le marché, qui est attendu par les actionnaires. Merci beaucoup Yannick. Merci d'être venu nous voir pour évoquer donc ce moment important dans la démocratie actionnariale, dans la vie des entreprises en général, l'Assemblée générale qui devient un lieu de discussion et d'enjeux stratégiques pour les investisseurs notamment. Yannick Waknin qui était avec nous en plateau, responsable de la recherche ESG de Société Générale CIP. Merci beaucoup. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.